L'essentiel, la suite, on va plus loin avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Et Bruno Darroux, bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Au sommaire, Washington dit pouvoir réévaluer sa relation avec la Géorgie. Réaction après l'adoption du texte de loi qui oblige les ONG à se déclarer sous influence étrangère, sitôt qu'un cinquième de leur financement provient de l'extérieur. Une mesure calquée sur Moscou qui met le feu aux poudres au sein et à l'extérieur du Parlement géorgien. Anthony Blinken est en visite surprise à Kiev, le secrétaire d'État américain venu rassurer les Ukrainiens et les assurer du soutien des États-Unis à l'heure où la Russie grignote du terrain en direction de Kharkiv, la troisième ville du pays. C'est tout de suite, on va plus loin dans l'essentiel. Ses détracteurs l'ont surnommée la loi russe et elle est en train d'écarteler comme jamais la Géorgie. La législation qui impose à toute ONG ou média financé à plus de 20% par l'étranger de s'enregistrer comme tel. Ce texte vient d'être définitivement adopté par les députés géorgiens ce mardi, rapprochant un peu plus Tbilissi de l'orbite de Moscou, de quoi provoquer la colère de l'opposition qui rêve encore d'un destin européen. Florent Rodeau. C'est le symbole d'une Géorgie sous tension, aujourd'hui à la croisée des chemins. Coup de poing, jet de livres, au sein du Parlement à Tbilissi, une violente bagarre éclate. D'un côté, les députés favorables à la loi sur l'influence étrangère, copier-coller d'une loi russe, adoptée ce mardi. Chère jeunesse, rien ni personne ne peut arrêter le développement de notre pays. Désormais, les ONG et les partis politiques ne pourront plus être financés à plus de 20% par l'étranger, un moyen détourné pour le gouvernement pro-russe de limiter la liberté d'expression. Face à lui, les anti-minoritaires au Parlement. Je tiens à saluer les dizaines de milliers de citoyens géorgiens libres, honorables et patriotes qui, ces derniers jours, ont défendu sans relâche et dans un but commun, l'indépendance de la Géorgie, le choix national de la Géorgie et l'avenir européen de la Géorgie. Des députés pro-européens qui peuvent compter sur le soutien des manifestants à l'extérieur, mobilisés depuis un mois, malgré la répression policière. C'est une loi imposée par la Russie qui nous empêchera de rejoindre l'Union européenne. La seule chose que nous puissions faire actuellement, c'est protester et nous assurer qu'à long terme, ils ne gagneront pas. Ces Géorgiens en ont bien conscience. Le moment est historique pour l'ancienne République soviétique du Caucase, en train de s'éloigner de l'Union européenne, à laquelle elle est officiellement candidate depuis décembre 2023. L'UE n'a d'ailleurs pas tardé à réagir. Selon elle, le texte voté ce mardi est pour la Géorgie un grave obstacle dans sa perspective européenne. À la direction de Tbilissi, on retrouve sur place Régis Janté pour France 24. Régis, quel est l'état de l'opinion publique géorgienne ce soir ? Écoutez, je crois que vous le voyez derrière moi et probablement vous l'entendez. Il y a une grande colère ce soir à Tbilissi. Il y a un sentiment de trahison de la part de ce gouvernement qui est passé en force avec ce projet de loi qui ne fait absolument pas l'objet d'un consensus, tout au contraire dans le pays. Sitôt la loi adoptée en troisième et dernière lecture, dans l'après-midi, on a senti que le mouvement qui était jusque-là très pacifique et qui le reste, mais montait en intensité en quelque sorte. On a tagué les murs du Parlement, on s'est attaqué aux défenses mises en place par les forces de sécurité de l'ordre autour du Parlement. Et ce soir, on a sans doute un des plus grands rassemblements de l'histoire de ce pays. Je suis incapable d'évaluer le nombre de personnes, mais pour avoir fait des dizaines et des dizaines de manifestations dans ce pays, je vois que c'est vraiment très très important et ça dit toute l'ampleur de la colère qui s'exprime ce soir. La présidente géorgienne Salomé Zourabichvili compte opposer son veto à la loi. Je vous entends vraiment pas. Ce que je peux dire, c'est qu'on a l'impression que c'est comme si c'est assez curieux à vrai dire, puisqu'il aura fallu que le texte soit adopté en troisième lecture pour que le mouvement monte encore d'un cran en quelque sorte, alors que
par exemple, les manifestations de dimanche soir et de hier soir lundi étaient assez peu importantes en nombre, peut-être 20 ou 25 000 personnes, ce qui est beaucoup à l'échelle de la Géorgie, mais certainement pas suffisante pour inverser le cours des choses. Et que là, ce soir, on a l'impression, on verra ce qu'il en sera dans les jours qui viennent, mais que le mouvement a repris de la vigueur. On a vu d'ailleurs depuis 24 heures les universités, par exemple, se mettre en grève, une trentaine d'universités. C'est tout à fait nouveau et ça inquiète beaucoup le gouvernement qui avait réuni, par exemple, les recteurs de toutes ces universités ces derniers jours pour leur demander de mettre en place visiblement des moyens d'empêcher les étudiants et les professeurs d'ailleurs de rejoindre les rangs de la contestation. Merci Régis Janté d'avoir été avec nous au sein même de ce cortège. On le voit, ces manifestants qui battent le pavé dans Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Patricia Lémonière, ce sont les prémices d'un nouveau Maïdan à la géorgienne? Alors c'est comme ça que certains le lisent chez nous. Et certains peut-être aussi le lisent, les jeunes. Il faut voir que l'Ukraine est très divisée, comme on l'a dit dans le sujet précédemment. Il y a la Géorgie, vous voulez dire? Oui, la lapsus révélateur. Oui. On parlait de Maïdan, oui, effectivement. Voilà. La Géorgie est très divisée. Il y a tout ce courant parmi les jeunes, les élites, les intellectuels, qui n'aspirent qu'à une chose, effectivement, qu'à rejoindre l'Union européenne et qui sont très proches de nos valeurs que nous défendons ici. Et puis, il y a une autre Ukraine. Je dirais que c'est la majorité. Une autre Géorgie. Une autre Décidément. Décidément. Une autre Géorgie, je vais y arriver, une autre Géorgie qui est très attachée à l'unité du pays, qui est très marquée par la guerre de 2008, qui ne veut surtout pas de conflit avec la Russie et qui veut la paix. Et cette Géorgie-là, eh bien, le parti Rêve de Géorgie ne cesse de flatter ses aspirations en disant qu'effectivement, cette loi va dans le sens de la paix et de l'accalmie, alors que tous ces jeunes, effectivement, vont dans le sens d'un conflit. Et s'il y avait des élections aujourd'hui qui se passaient, ça serait encore, selon les sondages, il faut croire ou pas les sondages, mais ça serait encore Rêve de Géorgie qui l'emporterait. Plus inquiétant, je crois, en dehors de ces grands agrégats, plus inquiétant est l'évolution d'Ivanishvili, ce milliardaire qui a fait l'oligarque qui a été Premier ministre, mais qui est aujourd'hui un peu l'homme de l'ombre. Voilà, qui a fait sa même s'il est président Russie, honoraire du parti. Qui a ramené tout son argent en Europe et aussi en Géorgie. Eh bien, aujourd'hui, ces derniers temps, il a eu des propos très haineux vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de l'Europe. Et donc, il attise la colère, il attise la division qui règne au sein de la société géorgienne. Et donc, c'est inquiétant. Et au plus haut niveau de l'État, au sommet de l'État, puisque la présidente Salomé Zourabichvili a promis au texte son veto. Oui, alors c'est ce qu'elle avait dit. Elle est plutôt pro-européenne. Elle avait dit qu'elle opposerait son veto. Donc en principe, c'est ce qu'elle devrait faire. Mais selon les règles politiques géorgiennes, en fait, le fait qu'elle impose son veto ne suffirait pas à stopper l'adoption de la loi, puisque les députés de Rêve géorgien pourraient outrepasser en quelque sorte son veto. Donc ça veut dire très certainement qu'il y aura de la tension entre la présidente et le Premier ministre, et donc ce milliardaire de l'ombre, Bidzina Ivanishvili, mais que la loi, très certainement, va être adoptée. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce que nous disait Régis à l'instant, si les manifestations vont prendre de l'ampleur, vont devenir moins pacifiques, si on va aller vers un Maïdan façon géorgienne, ou si on va connaître plutôt un scénario à la Biélorusse, avec des forces de sécurité qui répriment les émeutes, aidées par des éléments russes. Il faut rappeler quand même que depuis 2008, la Russie a encore donc 2 provinces sous sa coupe, qu'elle détient 20% du territoire et que les chars russes sont à 45 km de Tbilissi. Donc voilà, on est un peu là au milieu du gué ce soir. Il faut attendre pour voir dans quel sens vont basculer les choses dans un pays, effectivement, un petit pays, à peine même pas 4 millions d'habitants, mais qui est extrêmement divisé, comme beaucoup de ces pays finalement, entre le rêve pro-européen et finalement le choix du rapprochement et de l'apaisement avec le voisin russe. Ce texte, il va changer quand même la physionomie de ce pays, en faire un régime véritablement autoritaire pour les ONG, pour les médias? Oui,
Forcément, puisque au-delà les ONG sont financées très largement par l'Union européenne et par même les États-Unis. Donc 20%, ça leur coupe les 3/4 pratiquement de leurs revenus, puisqu'ils n'ont pas le droit finalement d'être financés au-delà de 20%. Ils peuvent l'être, mais il faut se déclarer comme tel. Ça leur ferme un certain nombre de possibilités. Oui, mais ils peuvent l'être, et après ils sont accusés d'être des suppôts de l'Occident. Donc autant dire qu'ils ne peuvent pas l'être. C'est ce qui s'est passé en Russie. Donc, avec Mémorial, avec un certain nombre de grandes organisations. Ils ne peuvent pas l'être. Et en plus, j'ai envie de dire, pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est que les Géorgiens ont quand même un très mauvais souvenir de 2008. En 2008, l'Europe, qui se gausse de les aider, de les soutenir, n'est pas venue les aider quand les chars russes étaient aux portes de Tbilissi. Moi, j'y étais à l'époque, il n'y avait pas l'ombre. Ah oui, bien sûr, après, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel sont arrivés un peu en retard. Et ils se targuent d'avoir fait quelque chose. Ils n'ont rien fait du tout, en fait. Ils se targuent d'avoir sauvé politiquement Saakachvili à l'époque. C'est à peu près tout ce qu'ils ont fait. Mais l'armée russe, et c'est aussi à ce moment-là, d'ailleurs, que Vladimir Poutine a compris que son armée n'était pas aussi haut niveau et qu'il était grand temps de la moderniser. Mais les Géorgiens sont très marqués par cette absence de soutien et de venir les sauver en quelque sorte, parce que les Russes ont pris 20% de leur territoire en quelque sorte. Et d'ailleurs, juste les Européens même aujourd'hui, alors l'Union européenne condamne, mais en même temps, est-ce qu'elle rend service finalement aux manifestants en disant que l'adoption de ce texte a compliqué les négociations d'adhésion à l'Union européenne? Bon, c'est un message de fermeté envoyé au gouvernement, mais est-ce que ça aide la cause des manifestants? Pas vraiment, ils doivent se sentir un peu abandonnés, parce que pour le moment, à part de faire des communiqués condamnant ce qui se passe avec le gouvernement géorgien, eh ben, les Européens ne font pas grand-chose quand même. Alors ils sont très embarrassés parce que ça compliquerait encore le conflit avec la Russie s'ils s'y impliquaient davantage. Il y a les élections européennes dans 3 semaines, donc là aussi ça va encore compliquer les débats et le jeu politique. L'Arménie, la Géorgie aussi, pardon, est un lieu de transit vers l'Arménie et aussi l'Azerbaïdjan. Donc voilà, il y a toutes ces raisons qui font que pour le moment l'Union européenne condamne, mais sans doute les manifestants estiment que, comme en 2008, les Européens, concrètement, ils font pas grand-chose quand même. D'autant qu'on peut dire, autant l'Ukraine, c'est l'Europe, géographiquement, c'est beaucoup plus discutable s'agissant de la Géorgie qui est dans le Caucase. Dans le Caucase, effectivement. Et d'ailleurs, les Géorgiens le disent bien, ils disent notre voisin, c'est la Russie, vous êtes très très loin. Et donc, quand il faut savoir que faire, on pense quand même beaucoup à notre voisin qui est tout à côté. Donc, si vous voulez, il est très facile pour nous ici d'avoir une position en disant regardez, etc., c'est magnifique, soutenons-les. Mais il faut savoir que nos soutiens peuvent être contre-productifs aussi dans le contexte actuel. Et les autorités, le gouvernement ont bien compris qu'on était très occupés avec l'Ukraine et que c'était peut-être le moment de faire du forcing pour passer les lois qui, effectivement, vont dans le sens d'un vrai rapprochement avec Moscou. Oui, d'autant plus que, vu de Moscou, effectivement, il est évidemment hors de question pour Vladimir Poutine qu'un scénario à l'ukrainienne se répète en Géorgie. Il a donné, si vous me passez l'expression, de son point de vue. Donc c'est totalement inacceptable, d'une part. Donc il veut absolument garder la Géorgie dans l'orbite russe. D'autant plus que je parlais de l'Arménie. Depuis que la Russie a quand même plus ou moins pris le parti de l'Azerbaïdjan dans le conflit de l'automne dernier, l'Arménie est en train de s'orienter à l'ouest. Donc pour Vladimir Poutine, c'est très important de garder la Géorgie dans son orbite. D'où le moment, je crois, qui est très tendu aujourd'hui, parce que si le mouvement grandit, comme semble dire votre correspondant sur place, là, il risque d'avoir une répression qui sera un peu massive, je le crains. L'armée russe, elle, en tout cas, elle progresse en Ukraine. Moscou revendique de nouveaux gains significatifs dans la région de Kharkiv, la prise d'un nouveau village. Alors qu'Antony Blinken lui a passé la journée à Kiev, arrivé surprise hier soir, le secrétaire d'État américain a vanté notamment la nouvelle loi en Ukraine qui abaisse de 27 à 25 ans, l'âge à partir duquel les hommes ukrainiens sont mobilisables. Noémie Roche. Il est arrivé par un train de nuit en provenance de Pologne. 3 semaines après le déblocage tardif des 61 milliards de dollars d'aide américaine promis à Kiev, Antony Blinken est venu avec un objectif, rassurer le président ukrainien. Nous savons qu'il s'agit d'une période difficile, mais nous savons aussi qu'à court terme, l'aide est en cours d'acheminement, qu'une partie de cette aide est arrivée et que le reste est en chemin. Nous savons qu'elle fera la différence dans la lutte contre l'agression russe sur le champ de bataille.
Mais pour l'heure, les soldats ukrainiens ont bien du mal à repousser l'offensive russe lancée vendredi dans la région frontalière de Kharkiv. Pour Volodymyr Zelensky, l'urgence, c'est de recevoir davantage de moyens de défense antiaérienne. Aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de 2 batteries de patriotes pour la région de Kharkiv parce qu'il y a des gens qui sont attaqués, des civils, des combattants. Ils sont tous sous les missiles russes. Des Russes qui assurent avoir pénétré en profondeur dans les défenses ukrainiennes. Le ministre de la Défense affirme avoir pris plusieurs localités près de la frontière russe et de la ville ukrainienne de Vovchansk, où les soldats ukrainiens reconnaissent être en difficulté. Il y a des tirs en permanence. L'ennemi tente d'entrer dans la ville. Nos forces armées, Dieu les bénisse, continuent de repousser l'ennemi. Mais la ville est dévastée par les bombes guidées, l'artillerie et les mortiers. Il y a beaucoup de blessés et de disparus. Au moins 7000 personnes ont été évacuées dans la région de Kharkiv. Selon l'état-major ukrainien, une trentaine de villages sont sous le feu ennemi. Lundi, le président Zelensky a assuré que des contre-attaques avaient eu lieu et que le secteur avait été renforcé. Cette visite, Patricia Lemonnier, elle était nécessaire pour remonter un peu le moral des Ukrainiens face évidemment à cette offensive russe? Je ne sais pas si elle était nécessaire. En tout cas, je pense que les deux hommes se sont dit des choses hors caméra qui sont fortes et importantes parce que on voit bien que Anthony Blinken dit les armes arrivent, mais enfin elles arrivent effectivement au compte-gouttes entre la décision finalement de donner les milliards promis ou même la décision de faire partir les 400 premiers millions, bien c'est l'administration après. Ça prend du temps. Il faut signer les papiers. Or, l'Ukraine n'a pas de temps. Pas ce luxe. Et donc, il y a plusieurs choses. Il y a ce retard complet dans l'acheminement des armes américains et européens. Il y a cette absence d'hommes pour combattre sur le front, côté ukrainien, avec une attrition énorme, une loi sur la mobilisation votée trop tard, et parce que c'est le président ukrainien qui ne voulait pas que la mobilisation se fasse plus jeune, au point qu'aujourd'hui, il y a une loi dont on parle très peu, mais qui autorise les condamnés à combattre, qui vient juste de passer. Donc ça, c'est quand même un changement majeur. Ça prouve à quel point ils sont en manque d'hommes, donc pas d'armes, pas d'hommes. Et là, avec des offensives russes qu'on prévoyait majeures en juin, qui va peut-être se dérouler, mais une offensive plus minime, on disait juste pour faire une zone tampon. Oui. Mais en fait, il s'avère que si ils progressent plus, ils vont progresser plus. Donc les Russes vont faire de l'opportunité, si vous voulez, à ce moment-là. Et on disait qu'il y avait des hommes qui se massaient. Mais simplement, les Ukrainiens ont fait aussi des erreurs stratégiques. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'avaient pas fait de tranchées. Ils n'avaient rien fait qui puisse stopper une avancée russe de ce côté-là. Alors peut-être manque de moyens, là encore. Oui, on parle beaucoup, effectivement, de protection côté ukrainien qui varie, en fait, d'une région à l'autre. C'est un pays très décentralisé. Et donc, de ce point de vue-là, les tranchées ukrainiennes seraient très inégales le long de la ligne de front. Oui, sur certains points de la ligne de front, elles sont très efficace, il y a même plusieurs lignes de défense. Et là, visiblement, c'est moins le cas. D'ailleurs, le commandant militaire de la zone de Kharkiv pour l'armée ukrainienne a été remplacé. Ça prouve aussi qu'il y avait eu des choses qui, visiblement, n'allaient pas. Mais après, pardon, je suis d'accord avec Patricia, le principal problème, le double problème, c'est les effectifs et les armes, avec donc ces lois qui ont été adoptées. Donc la période s'annonce quand même extrêmement difficile parce que effectivement, le temps que les armements arrivent sur place, armements américains et européens, il va falloir tenir. Et donc le message de Blinken, c'est quoi? C'est on est à vos côtés au moins jusqu'à novembre. De toute façon, il peut pas le dire comme ça. C'est ça que c'est censé signifier en tout cas. C'est ce que signifie, c'est le symbole. C'est le message qu'il veut donner avec cette présence. Oui, quel est le but de venir sur place? Le but de venir sur place, je pense qu'après les atermoiements, les débats au Congrès, enfin tout ça qui a pris 4 mois de retard, il voulait marquer le coup. Et puis c'est un message en creux adressé à Vladimir Poutine, et il a répété que Washington assurait l'Ukraine de son soutien tant qu'elle n'aurait pas retrouvé l'Ukraine la stabilité. Donc en principe, ça va même jusqu'au-delà du mois de novembre. Ça, c'est vous qui dites mois de novembre, parce que forcément, politiquement, le 5 novembre, il y a des élections. L'avenir d'Anthony Blinken lui-même est hypothéqué à novembre. L'avenir d'Anthony Blinken est fixé jusqu'au 5 novembre.
Après, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine joue sur ce calendrier. Lui espère bien que c'est Donald Trump qui va remporter l'élection. Mais les prochaines semaines vont être très compliquées pour l'armée ukrainienne. Selon certains experts militaires, les armes commenceront à arriver en nombre dans 2 mois et demi. Et d'ici là, il faut tenir dans des conditions extrêmement rudes, avec un rapport entre les armes ukrainiennes et russes et les effectifs ukrainiens et russes absolument favorable aux Russes, entre 5 et 10. On est dans un ordre de grandeur de 1 à 5 ou 1 à 10. Donc c'est évidemment très très dur. Après, est-ce que les Russes vont pouvoir s'emparer ou veulent vraiment s'emparer de la ville de Kharkiv, une ville de plus d'1 million d'habitants? Ça, c'est autre chose. Mais symboliquement, pour les Russes, ce serait quand même très important. Oui, alors que Vladimir Poutine, on l'a appris donc aujourd'hui, on savait qu'il devait se rendre en Chine, ce sera donc jeudi et vendredi pour y parler énergie. On sait évidemment que la Russie est une grande puissance exportatrice d'hydrocarbures, ce qui intéresse au premier chef les Chinois. Pour parler aussi Ukraine, c'est intéressant parce que Xi Jinping était en France la semaine dernière et que de ce point de vue-là, il s'est dit disposé à jouer un peu les médiateurs dans cette crise russe. Il faut en attendre quoi, Patricia Lémonnier, d'après vous? Cette crise russe, cette guerre ukrainienne surtout. Je pense effectivement, vous avez raison dans ce que vous avez dit dans votre première remarque, c'est que Blinken en Ukraine, c'est aussi un message à Poutine avant son voyage en Russie. Quant à ce que Xi a bien voulu nous donner comme petite sucette, garantie, ici, il nous a dit oui, la trêve olympique. Nous ne sommes pas allés tellement au-delà. Et je crois qu'il ne faut s'attendre à rien au niveau de la pression que pourrait exercer Xi sur Vladimir Poutine. Les hommes vont d'ailleurs nous envoyer un message très clair. De nouveau, ils vont saluer leur amitié indéfectible qui dure depuis... Il y a quand même 40 rencontres entre les deux hommes, une quarantaine, je crois, de rencontres entre les deux hommes. Donc les liens sont excessivement étroits. La Chine a tout à gagner avec cette guerre. Elle exporte discrètement du matériel duel, elle achète du pétrole pas cher. Alors, on va expliquer ce que c'est. Ce sont des biens qui peuvent servir en fait à la fois pour du matériel civil, mais aussi pour faire les avions. Des missiles, des avions. Voilà, pour les avions, pour mon réfrigérateur et pour mes avions de chasse, en quelque sorte. Donc, elle a absolument tout intérêt. Elle y gagne. En plus, elle vassalise la Russie comme ça. Donc, économiquement, elle y gagne, et en plus, sur le plan international, avec cette grande amitié avec la Russie, eh bien, il dénonce une nouvelle fois ce Nord global arrogant et qui est en perte de vitesse. Donc, on rêve, quand on pense, nous les Européens, que nous allons avoir un rôle, que l'on peut influencer ici dans son rôle sur la Russie. On rêve aussi en pensant que la Chine ne va pas nous vendre tous les produits qu'elle peut. Et ça, c'est une autre histoire. Et là, Xi navigue entre le besoin de nous vendre beaucoup de produits et son soutien à Vladimir Poutine. C'est bien un soutien que va glaner Vladimir Poutine à Pékin, ça ne fait aucun doute, Bruno. Oui, ça ne fait aucun doute. Mais pour poursuivre ce que disait Patricia, en plus que concernant les relations économiques, ça se tend avec l'Europe qui dit en gros les Chinois ne respectent pas les règles du jeu. Et là, aujourd'hui même, les États-Unis ont dit aussi la même chose. Joe Biden a dit la Chine triche. C'est-à-dire que nous, on veut bien commercer avec la Chine, mais de manière équitable. Et ce n'est pas le cas. Donc, ça m'étonnerait que le président Xi, en recevant Vladimir Poutine, donne des gages pour l'instant au milieu de ce bras de fer commercial à l'Occident. Je pense qu'il va au contraire afficher une bonne entente, jouant, vous l'avez dit, effectivement, officiellement les médiateurs, mais continuant de facto à soutenir le régime russe parce que ça arrange bien aussi son économie. Donc l'Ukraine n'a rien à attendre de cette visite? Dans l'immédiat, je ne pense pas. Non, je crois même elle risque un renforcement de l'axe sur un plan militaire, parce que la Chine pourrait très bien surveiller, par exemple, toutes les importations venues de Corée du Nord. Elle ne fait rien non plus. Enfin, en plus, on ne sait pas si Vladimir Poutine ne va pas s'arrêter en Corée du Nord aussi. Donc, vous voyez, la Chine pourrait avoir... Sa ligne rouge à la Chine, on le sait, c'est l'usage du nucléaire. C'est tout. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que, pour en finir avec ça rapidement, c'est qu'au moment où Xi était en France, il y avait des essais nucléaires en Biélorussie faits par la Russie.
Preuve que, voilà. Petit clin d'œil. Oui. Merci beaucoup. Réponse du berger. À la bergère. On suivra en tout cas jeudi cette visite. Jeudi, vendredi, ce sera donc Vladimir Poutine attendu à Pékin. Merci Patricia Lémonière, Bruno Darroux. C'est terminé. On va plus loin. On se retrouve dans 5 minutes pour un nouveau journal.